20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ. 20h sur Fréquence ESJ, It's and Talk. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans 20h l'invité. On est ensemble pendant une heure comme chaque mardi soir. Et notre invité aujourd'hui est député européen du Rassemblement national. Bonsoir Jean-Paul Garot. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Au programme ce soir, un confinement qui n'en est finalement pas un. L'exécutif n'emploie plus en tout cas le mot, mais les mesures sont bien là. Restriction de déplacement et fermeture de certains commerces. On fait le point sur les mesures sanitaires prises jeudi dernier, alors que la pression hospitalière continue d'augmenter. La campagne de vaccination s'accélère. Objectif 30 millions de vaccinés à l'été. Est-ce tenable ? On se pose la question alors que l'Union européenne menace de suspendre les importations AstraZeneca et que la défiance envers ce vaccin s'est accentuée. Et puis Jean-Paul Garot, vous êtes également candidat aux élections régionales d'Occitanie. On fera le point sur vos ambitions et votre programme avant de se projeter en 2022. Pour l'instant, les sondages donnent Marine Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle. On étudiera ensemble la situation du Rassemblement national. Si vous êtes avec nous en ce moment, n'hésitez pas à réagir et à poser vos questions à Jean-Paul Garot tout au long de l'émission. Pour ça, hashtag Fréquence ESJ sur Twitter ou sur notre page Facebook. 20h l'invité en direct jusqu'à 21h avec Jean-Paul Garot. C'est parti. Une heure de politique en direct, c'est 20h l'invité sur Fréquence ESJ. Pour commencer cette émission, Jean-Paul Garot, c'est le mot du jour. Un mot choisi par la rédaction politique de Fréquence ESJ et qui résume une des actualités fortes de ce mardi 23 mars. Et ce mot, c'est ouïghour. L'Union européenne a imposé hier des sanctions contre 4 responsables chinois pour leur rôle dans la persécution des Ouïghours. Cette minorité donc musulmane sévèrement réprimée. Ces sanctions, ce sont une interdiction d'entrée sur le territoire et un gel des avoirs détenus dans l'Union européenne. Le Parti communiste chinois a depuis répliqué. Des personnalités européennes engagées dans cette lutte, dont l'eurodéputé par exemple Raphaël Glucksmann, sont désormais interdites de territoire en Chine. Jean-Paul Garot, déjà, l'Union européenne a pris pour la première fois des mesures pour sanctionner la persécution des Ouïghours. Pourquoi cela a mis autant de temps ? Vous savez, tout prend beaucoup de temps dans l'Union européenne. Voilà, c'est une structure qui est quand même très très lourde. Moi, j'en ai évidemment maintenant une petite expérience. Je m'en doutais, mais à ce point-là, c'est quand même très compliqué. Alors, ceci étant dit, il y a des mesures qui sont prises de temps en temps, oui, quelquefois sur des sujets d'ailleurs qui n'intéressent pas forcément les Européens. Elles sont suffisantes pour vous, celles par exemple prises contre les Ouïghours ? Enfin, pour en tout cas. Vous savez, alors je vais vous dire très franchement, il n'est pas dans mes habitudes d'aller porter des jugements concernant des pays étrangers, parce que j'estime que cela dépend de la souveraineté des pays. Vous savez, en France, on est souvent, on fait la morale souvent au reste du monde. On s'estime, comment dire, une sorte de complexe de supériorité peut-être. Donc ce n'est pas à l'Union européenne de dire à la Chine d'arrêter de persécuter une minorité. Si, bien sûr, l'Union européenne peut effectivement donner un certain nombre, de commentaires. Mais l'Union européenne en elle-même n'est pas un État. Donc on ne doit pas sanctionner. Elle ne doit pas sanctionner. Il faut faire un certain nombre... Quelles sont les sanctions d'ailleurs ? Les sanctions, ce sont une interdiction d'entrée sur le territoire pour 4 responsables qui sont impliqués dans cette répression des Ouïghours et un gel des avoirs détenus dans l'Union européenne. Oui, c'est une mesure qui est prise. Moi, je ne suis pas forcément hostile, bien entendu, mais j'estime aussi que l'Union européenne ferait mieux, me semble-t-il, d'être plus active sur d'autres domaines, surtout ceux qui concernent notre pays. Merci Jean-Paul Garot. 20h l'invité, en direct, jusqu'à 21h. Dans quelques minutes, Jean-Paul Garot, on va faire le tour des annonces du gouvernement sur la situation sanitaire. Faut-il plus qu'un confinement léger ? Faut-il l'étendre également, comme le réclament plusieurs membres du conseil scientifique ? On va se poser toutes ces questions, mais avant ça, on prend le temps, en ce début d'émission, de mieux vous connaître, Jean-Paul Garot. Pour ceux qui nous écoutent et à qui votre nom ne dit peut-être pas encore quelque chose, on revient sur votre parcours, commencé à Bordeaux, pour finir entre Strasbourg et Bruxelles. Bonsoir Bastien Cochet. Bonsoir Manon Blangis, bonsoir Jean-Paul Garot. Alors, vous êtes né à Toulouse, mais Bordeaux parce que votre père y travaillait en tant que magistrat, Bordeaux parce que vous y avez fait l'école nationale de la magistrature, école que vous avez co-dirigée plus tard. Alors, pourquoi vous éloignez aujourd'hui de votre ancrage local en vous présentant au régional en Occitanie ? Je me rapproche en fait de mon ancrage local. Pour vous, c'est un retour aux sources ? C'est un retour aux sources, si vous voulez. Ma famille est originaire de la région toulousaine depuis très longtemps. Dans la lignée, je suis issu d'une famille de capitouls toulousains.
Et cela me rapproche. Moi, je suis né à Toulouse, ma femme aussi, mes enfants aussi. Je suis originaire donc de la Haute-Garonne. Est-ce que c'est pas aussi parce que vous avez essayé près de Bordeaux de vous présenter par exemple en tant que maire, vous avez échoué 2 fois, en 2020 vous ne vous êtes pas représenté, est-ce que là aussi vous êtes dit je vais peut-être essayer autre part? Si j'ai entamé une carrière politique donc effectivement à Bordeaux, dans la région bordelaise, c'est parce que j'étais à ce moment-là directeur adjoint de l'école de la magistrature et j'ai pris la décision de m'engager en politique. Bon, ce serait long de vous expliquer pourquoi, mais c'était la première élection à laquelle je suis allé. Et à m'engager, parce que je voulais m'engager à fond, je suis allé là où c'était le plus difficile. Et je suis allé battre sur cette terre le fils de François Mitterrand, c'est-à-dire Gilbert Mitterrand. Vous aviez 46 ans, vous étiez investi par l'UMP. Comment est-ce qu'il est né votre engagement politique et pourquoi avoir choisi à l'époque l'UMP? Parce que j'ai cette fibre, si vous voulez, la fibre qui est la mienne, c'est cette fibre qui est donc gaulliste, qui a pour référence Philippe Seguin, qui a pour référence Charles Pasqua. Je suis évidemment très tourné vers notre histoire, vers notre identité. Donc cette fibre-là s'est retrouvée naturellement pour moi à l'UMP. C'est l'UMP version RPR, si vous voulez. Or, ce n'est plus du tout ce qui est aujourd'hui. Oui, parce qu'aujourd'hui vous êtes secrétaire général du mouvement La Droite Populaire, dont le slogan est « Point de ralliement de la droite qui ne trahit pas ». Quand est-ce que les Républicains, enfin l'UMP et ensuite les Républicains, ont trahi leurs électeurs? Qu'est-ce qui a signé le divorce pour vous? Ça a été une évolution. Cette évolution, si vous voulez, en 2007, bien sûr, j'ai soutenu Nicolas Sarkozy, avec qui vraiment j'avais des relations, je pense, d'amitié. C'est 2008 avec la signature du traité de Lisbonne, par exemple? Alors, il y a eu d'abord et avant tout les promesses électorales de Nicolas Sarkozy, qu'il avait effectuées, bien sûr, pendant la campagne, et ensuite, dans un certain nombre de cas, elles n'ont pas été tenues. Donc c'est pour cela que nous avons créé la droite populaire. La droite populaire, c'est un collectif de parlementaires, simplement, qui était là pour finalement s'ancrer dans le programme présidentiel de 2007 et pour aller jusqu'au bout. Si vous voulez, d'abord, on a vu arriver des ministres issus de la gauche et dont on savait que il ne ferait pas ce pourquoi, bien sûr, Nicolas Sarkozy avait été élu. Donc pour vous, cette trahison, elle commence à ce moment-là? Ça commence là. Et puis après, il y a une évolution où l'UMP se déchire. Elle se déchire entre plusieurs... Et ce qui implique que pour vous, en 2012, vous faites le choix de vous rapprocher du Rassemblement National? Non, je ne fais pas ce choix. C'est-à-dire qu'en 2012... En tout cas, vous déclarez qu'il y a un certain nombre de convictions communes avec le Front National à l'époque. Je suis convaincu, si vous voulez, que nous portons des valeurs communes avec le Front National de l'époque. Au moment où vous faites ces déclarations, vous êtes en campagne pour votre réélection en tant que député. Vous pensez que ça vous a coûté votre poste à l'époque? Écoutez, à ce moment-là, j'ai franchi, selon Alain Juppé, la ligne rouge. Donc, c'est le terme qu'il a employé avec un communiqué de presse à l'appui. Et c'est vrai que les médias s'en sont emparés tout de suite. Et vous étiez en contradiction avec la ligne officielle de l'UMP aussi? Tout à fait, mais je l'ai fait en parfaite connaissance de cause. C'est-à-dire que la déclaration que j'ai faite aux journalistes à l'époque, je la pensais, je la pense toujours. Ça m'a certainement coûté un certain nombre de voix, j'en sais rien. C'est peut-être pas pour ça que j'ai perdu. Mais en tout cas, je suis resté en accord avec ce que je pense. Et pourtant, vous aviez rétro-pédalé à l'époque dans une interview à Sud-Ouest où vous disiez que je ne suis pas tout à fait favorable, favorable à une alliance au Front National. J'ai toujours dit et redit que la droite populaire n'était pas une passerelle vers le Front National, mais qu'elle était une digue contre le Front National, et ce n'est pas maintenant que je vais changer d'avis. Alors écoutez, ce passage, moi je ne m'en souviens absolument pas. En tout cas, donc, les archives du journal Sud-Ouest s'en souviennent. En tout cas, je crois que c'est Wikipédia qui fait référence à un article qui a été écrit en 2020 du HuffPost qui cite lui-même un article du Figaro, et la source est donc le Sud-Ouest. Mais en tout cas, pour vous, à l'époque, vous dites donc Sud-Ouest dit n'importe quoi, et pour vous, vous n'aviez pas du tout rétro-pédalé. Non, mais pas du tout. Je suis resté, si vous voulez. Pourquoi aurais-je dit à quelques semaines ou mois d'intervalle des choses totalement contraires? Mais alors, pourquoi en 2017 vous soutenez au premier tour François Fillon? Parce que j'estimais que François Fillon, si vous voulez, le fait de dire en 2012 qu'il y a des valeurs communes avec des électeurs du Front National ne font pas de moi un adhérent du Front National. Si vous voulez, moi j'ai rencontré des gens qui étaient avant au RPR et qui sont passés au Rassemblement National aujourd'hui. Donc pour vous, il y a un tabou que vous avez essayé de briser en les rejoignant. Exactement. C'est-à-dire je suis contre
ce plafond de verre, ces lignes rouges, ces cordons sanitaires, que des gens, que des hiérarques politiques mettent en place et qui ont pour seul résultat de nous faire perdre. Mais alors, aujourd'hui, vous êtes eurodéputé Rassemblement National, mais vous n'êtes pas adhérent au Rassemblement National. Pourquoi ? Ça paraît contradictoire quand même de représenter un parti dans une assemblée, mais de ne pas en faire partie. Parce que pour montrer que le Rassemblement National n'est pas ce que beaucoup veulent faire croire. Voilà. C'est pour montrer qu'au Rassemblement National, il y a des gens... D'abord, c'est un parti qui n'est pas refermé sur lui-même. C'est un parti qui s'ouvre depuis déjà pas mal de temps. Pour vous, c'est un parti d'extrême droite, oui ou non ? Je conteste totalement l'expression extrême droite. Je n'ai jamais été excessif en quoi que ce soit. Et que ce soit dans ma carrière professionnelle, dans tout ce que j'ai fait dans ma vie. Donc moi, simplement... Alors, on peut se qualifier, c'est difficile. C'est ça, la France. Il faut toujours se qualifier, étiqueter, ranger dans un tiroir, etc. Moi, je suis de cette fibre de droite qui va au-delà de la droite républicaine. Parce que je trouve que droite républicaine, c'est réducteur. Moi, je suis plutôt d'une droite nationale. La nation française, ce n'est pas que la République. Donc le rejet... La République, bien sûr, c'est important, je suis républicain, mais la droite nationale reflète davantage ce que je ressens. Mais... Donc le rejet de ce terme d'extrême droite pour vous. Merci Jean-Paul Garot. Totalement. 20h l'invité, en direct jusqu'à 21h sur Fréquence ESV. Le nombre de malades du Covid-19 en réanimation continue de grimper. 4548 personnes se trouvent désormais dans ces services et le virus circule de plus en plus vite en France. C'est le cas notamment en Ile-de-France qui est désormais confinée. Alors, est-ce que les nouvelles mesures sont suffisantes pour freiner la troisième vague ? On se pose la question juste après California King Bed de Rihanna sur Fréquence ESJ, Hits and Talk. 20h15 sur Fréquence ESJ, Hits and Talk. Bienvenue dans 20h l'invité si vous nous rejoignez. Jean-Paul Garot, eurodéputé du Rassemblement National, est avec nous pendant 1 heure. Et depuis vendredi, une partie de la France connaît de nouvelles mesures. Un confinement pour tenter d'endiguer l'augmentation des cas de Covid-19. C'est le cas notamment en région parisienne et dans les Hauts-de-France. De nouvelles directives critiquées par une partie du monde scientifique pour leur manque d'efficacité. Bastien Cochet fait le point avec vous, Jean-Paul Garot, sur la situation sanitaire de la France. Jean-Paul Garot, selon vous, les mesures sont insuffisantes aujourd'hui ou il n'y avait de toute manière pas de raison de les durcir ? Non, mais d'abord, il faut dire une chose, c'est qu'on a toujours un temps de retard sur cette maladie. C'est pas une épidémie, je pense, c'est une maladie qui malheureusement s'est installée. Un temps de retard, c'est-à-dire que... Quelle différence vous faites entre maladie et épidémie ? L'épidémie, c'est quelque chose qui va et puis qui s'en va, tandis que la maladie, manifestement, alors je ne suis pas... On doit apprendre à vivre maintenant, c'est ce qu'on doit faire. Je crois, oui, ou du moins j'espère bien sûr qu'on trouve la solution médicale qui finalement éradiquera naturellement ces virus, puisqu'il n'y en a pas qu'un et qui alors, est-ce immutent. Est-ce que pour l'éradiquer, il faut prendre des mesures encore plus fermes ? Alors, il y a deux solutions, me semble-t-il. C'est soit un confinement total, dictatorial, ce sont des médecins qui m'ont dit ça, soit, évidemment, on vaccine tout le monde. Voilà, je crois qu'il n'y a pas de demi-mesure. Or, on prend... Donc pour vous, tout reconfinement plus dur que celui en termes... Alors, non, il y a deux solutions. Je vous expliquez le terme de reconfinement dictatorial. Il y a deux solutions. J'ai pas encore donné la mienne. Et évidemment, je suis totalement opposé à quelque chose qui serait dictatorial, contraignant. D'ailleurs, alors, la vôtre. Petite parenthèse, parce que je crois que c'est important. De très nombreuses mesures sont prises en vertu de lois d'urgence sanitaire qui sont, à mon sens, inconstitutionnelles. Bon, je referme la parenthèse, je pourrais vous l'expliquer plus précisément, mais c'est quand même très lourd de conséquences. Alors, votre solution, s'il vous plaît, Jean-Paul Garot. N'a pas fait ce qu'il devait. Bon, voilà. Ce que je crois, c'est qu'il faudrait avoir un temps d'avance par rapport, il faudrait donc anticiper. Il n'y a pas d'anticipation. Qu'est-ce qu'il faudrait faire d'abord et maintenant que la situation est malheureusement gravement détériorée, eh bien, il faudrait tester un maximum de personnes par des autotests, par toute une série de mesures comme par exemple l'analyse des eaux usées qui permet de cibler. Donc, tester, isoler, vacciner finalement. Ensuite isoler bien sûr ceux qui sont positifs, ils restent chez eux, les traiter. Là, ce que vous dites, c'est finalement la doxa du gouvernement. Non, pas du tout. Le critère du gouvernement depuis le début de cette affaire, il y a un critère.
éviter la saturation des services de réanimation. Voilà le critère. Aujourd'hui, Moi, la tension mon critère, hospitalière est de 90% aujourd'hui. Il y a 90% des lits de réanimation qui sont occupés par des patients Covid. Aujourd'hui, comment on fait concrètement pour soulager les hôpitaux? Alors, mon critère n'est pas celui-là. Mon critère, c'est préserver la santé des Français. Bon. Or, ce critère qui a été pris, si on avait préservé la santé des Français dès le début, les lits de réanimation ne seraient pas saturés, vous voyez. C'est-à-dire que mon critère à moi, il était beaucoup plus large. Oui, mais ça, c'est dans le passé. Aujourd'hui, même si votre critère, vous estimez qu'il était meilleur, aujourd'hui, comment on fait? Premièrement, je ne suis pas responsable de la catastrophe qui arrive. Le désastre, à la fois sanitaire, économique, social, dans tous les domaines. Mais même si vous n'êtes pas responsable, vous êtes un responsable politique, donc comment faire pour changer les choses? Aujourd'hui, cette situation totalement dégradée, nous avons à l'assumer, naturellement... Nous accélérerons les vaccinations. Je veux dire, c'est le B à bas. Or, dans ce domaine, je vous signale que la France a délégué tout cela à l'Union européenne. Alors que... On parlera de la vaccination dans quelques instants. Il y aura une partie entière pour le sujet. Arnaud Fontanet, l'infectiologue, estime qu'avoir un collégien chez soi accroît 30% le risque d'infection. Est-ce qu'il faut, selon vous, fermer les établissements scolaires aujourd'hui ? Ou les laisser ouverts, c'est le cheval de bataille du gouvernement. Mais moi je ne le pense pas. Voilà, je ne le pense absolument pas. Nous devons aussi vivre. Sinon la population est poussée à bout et va, excusez-moi du terme, craquer. Donc pour vous, c'est important de garder ces établissements ouverts? Bien sûr. Alors bien sûr, avec toutes les précautions d'usage pour faire en sorte que, bien sûr, en isolant là aussi, mais en traitant les gens positifs. Enfin, tout ce qu'on n'a pas fait jusqu'à présent. La situation est-elle rattrapable en l'état actuel? Je l'espère, mais ce ne sont pas les demi-mesures qui sont prises qui vont y parvenir. Dimanche, plus de 6000 personnes se sont rassemblées pour fêter le carnaval à Marseille. Selon vous, il faut condamner ces personnes fermement parce qu'elles n'ont pas respecté, par exemple, le port du masque ou la distanciation physique? Il faut leur signifier, bien entendu, qu'elles ont commis des infractions. Ce qui a déjà été fait par de nombreux membres du gouvernement. Mais je ne suis pas en opposition, bien sûr, avec cela. Mais d'un autre côté, je comprends bien que les gens n'arrivent plus à tenir. Voilà, mais alors, est-ce qu'on ne va pas vers une forme de laxisme, là, mais regardez ce qui... et ça envoie un message de dire, si vous le faites, vous n'aurez aucune sanction. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. Franchement... Il y a un confinement général dans tous ces départements. Moi, quand je me promène à Paris ou ailleurs, je suis surpris de voir que ce confinement, est-ce qu'il est vraiment respecté? C'est même plus maîtrisable, vous voyez? Donc la situation aujourd'hui, elle est dégradée. Les demi-mesures qui sont en place ne serviront malheureusement certainement pas à grand-chose. Et à ce moment-là, le gouvernement, dans quelque temps, sera obligé de prendre de nouvelles mesures. Il va courir derrière l'épidémie. Merci Jean-Paul Garot. Merci Bastien Cochet. 20h l'invité, en direct jusqu'à 21h sur Fréquence ESV. Si vous souhaitez ce soir poser vos questions à Jean-Paul Garot, eurodéputé du Rassemblement National, c'est possible. Vous pouvez nous les tweeter avec le hashtag Fréquence ESJ ou faire comme Martin, nous l'envoyer sur notre page Facebook. On les récupère et on pose vos questions sur n'importe quel sujet en fin d'émission. Maintenant qu'on s'est penché donc sur la situation sanitaire française, on va s'intéresser aux mesures annoncées jeudi dernier par le Premier ministre. Outre le confinement qui n'en est pas vraiment un, l'attestation de sortie a aussi fait son grand retour. Elle n'est finalement plus obligatoire dans tous les cas de figure. Tout cela a été très flou pendant le week-end et certaines mesures manquaient, n'ont pas été annoncées, celles pour les étudiants et pour les professionnels des secteurs à l'arrêt. Bonsoir Théo Grévin. Bonsoir Manon, bonsoir Jean-Paul Garot. Dedans avec les miens, dehors en citoyen. C'est la nouvelle campagne de communication du gouvernement. Résumé en une phrase, ce qui tenait en 2 pages avec l'attestation, est-ce que c'était indispensable ? Non, mais plus personne n'y comprend rien. Je veux dire, on ne sait plus où on en est. Donc, alors, il y a une seule idée par rapport à cela qui peut être intéressante, c'est-à-dire, que l'on mette en place, que les gens puissent sortir dans des conditions qui sont évidemment contrôlées. Moi, je pense aux terrasses, par exemple, aux terrasses de café, etc., de lieux de ce style, où, en plein air, en respectant un certain nombre de conditions, on pourrait, je pense, reprendre une certaine activité en sécurité. Louis Alliot, à Perpignan, d'ailleurs, a proposé cela. Je crois que c'est une bonne idée. Et là, sortir à l'extérieur, le fait de faire un confinement dehors, c'est en gros ce qu'a dit Jean Castex, le fait de sortir autant que vous souhaitez à l'extérieur. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous appelez les gens à faire cela ? Non, je ne vais pas appeler les gens à transgresser quoi que ce soit, bien entendu, mais je pense qu'effectivement, il faut leur laisser de la liberté, un peu de liberté. Je crois que les gens sont quand même responsables actuellement, ils ont compris les dangers, me semble-t-il. Non, et je ne suis, si vous voulez...
je pense très sincèrement que les mesures sont comprises, même quand elles sont contraignantes, à partir du moment où elles sont justes. Au jour d'aujourd'hui, les gens ne comprennent pas ce qui sous-tend tout cela. Ils ne comprennent absolument pas. Et pourquoi ? Parce que le gouvernement lui-même n'a pas de politique véritable en la matière. Donc on est dans une incertitude répétée qui fait que les Français ne savent plus vraiment à quoi se fier. Trop de cases, incompréhensible, summum de la technocratie à la française. L'attestation a été mal vue, notamment par l'opposition. Est-ce qu'il fallait tout simplement en mettre une attestation pour un confinement aussi léger ? Écoutez, moi, franchement, je suis évidemment... j'ai l'application Tous Covid, Antito Covid, bon, je l'ai. Donc, heureusement que je l'ai, parce que franchement, sinon, on s'y retrouve pas. Enfin, ceux qui ne l'ont pas ne savent plus. Elle ne fonctionne pas pour ce confinement-là, par exemple. Il faut télécharger en plus quelque chose pour le confinement en journée. J'espère. Alors, si elle n'est pas mise à jour, c'est quand même grave. Si vous voulez. Mais est-ce que c'est bien de mettre une attestation ? On voit qu'en Allemagne, il n'y a pas d'attestation, par exemple, et ça fait 3 mois qu'il y a un confinement avec les écoles fermées et que ça ne fonctionne pas forcément. Mais, enfin, je ne veux pas être pessimiste, si vous voulez, mais ce sont des demi-mesures, voilà. Et j'ai peur que cela ne fonctionne pas. Bon. Parmi les autres annonces, une fermeture des commerces jugés non essentiels pour 1 mois. Marine Le Pen a appelé ce matin sur France Inter à les rouvrir immédiatement. Comment on fait pour réduire la pression épidémique en laissant tout ouvert ? Mais vous savez, parce qu'il faudrait des mesures simplement de bon sens. Je veux dire, comment voulez-vous faire comprendre aux gens qui peuvent rentrer dans un train bondé, un métro bondé, alors qu'il y a des commerces qui, eux, dans les conditions qui sont évidemment respectées, sanitaires, et qui font qu'on ne peut pas y aller, si vous voulez. Mais c'est le principe de réduire les flux. C'est-à-dire qu'il y a des commerces qui sont moins essentiels qu'un métro où les gens vont pour travailler, par exemple. Donc là, vous appelez à rouvrir tous les commerces. Je pense que les commerces, effectivement, doivent réouvrir dans des conditions sanitaires correctes. Mais si vous voulez, ne me demandez pas à moi d'essayer de trouver la solution d'une situation totalement dégradée par la faute d'une gestion qui n'a pas été à la hauteur de la situation. Voilà. Si vous voulez, c'est quand même problématique. Moi, au jour d'aujourd'hui, au lieu de parler du commerce ouvert ou du commerce fermé, je ferai le maximum pour vacciner la population. Or, là-dessus, on nous a fait des promesses qui, évidemment, ne seront pas tenues. Voilà. Donc, c'est cela qu'il faut faire. Au lieu de faire ceci ou cela, des slogans, des trucs comme ça. On reviendra sur la vaccination juste après. Avant ça, Jean-Paul Garot, certains ont regretté de ne pas être cités pendant la prise de parole du Premier ministre. Les étudiants, pour commencer, 2 années pour certains avec des examens en visio et pas d'aide financière supplémentaire. Vous l'appelleriez comment, cette génération ? Difficile, en tout cas, c'est une génération qui, je ne veux pas dire sacrifiée, parce que c'est pas mon... C'est le terme qui est souvent employé. Oui, mais je sais, mais j'ose espérer que tout ceci ne va pas durer, voilà. 2 ans, c'est déjà assez long, Jean-Paul Garot. Oui, mais une génération, c'est pas 2 ans. Mais c'est vrai que c'est très, très, très difficile, et je ne suis pas, évidemment, favorable à des contraintes complémentaires, je le sais, mais je vous ai parlé des écoles, ce que je vous ai dit pour les écoles est valable, bien sûr, pour les facultés. Bon. Vous auriez souhaité des aides supplémentaires pour les étudiants ? Oui, il faut, de toute façon, les aides, il faut qu'elles soient au niveau économique, au social, et au niveau de l'éducation, naturellement. Il faut soutenir. Mais le gouvernement, aujourd'hui, il est pris par une situation dans laquelle il s'est lui-même, finalement, mise, puisque, voilà, il essaye de s'en sortir, encore une fois, par des mesures qui vont... Mais là, on pourrait donner quoi aux étudiants, très concrètement ? Mais les étudiants, une aide financière, un revenu universel ? Les étudiants, d'abord, il faut leur permettre, bien sûr, de pouvoir suivre des cours, de passer des examens, de pouvoir effectivement se retrouver dans des situations qui leur permettent de progresser dans leurs études, ne pas les laisser isolés dans leur coin. Bon, il y a des dispositifs après matériels qui peuvent être mis en place, qui seraient du domaine de l'État, mais aussi du domaine des régions. C'est tout à fait possible. D'ailleurs, vous avez bien vu que les régions suppléent la carence de l'État dans un certain nombre de domaines. Bon, il y a des repas qui peuvent être donnés dans des conditions évidemment économiques. Et c'est fait notamment avec les repas à 1 euro. Très rapidement, il y a un autre secteur qui est en crise actuellement, c'est celui de la culture. Louis Alliot, le maire de Perpignan, on en parlait tout à l'heure, avait rouvert certains musées à Perpignan contre les règles en vigueur. Donc, est-ce que vous soutenez ces initiatives-là ?
Mais complètement. D'ailleurs, les conditions qui avaient été mises en place par Louis Olliot, qui concernaient 4 musées, étaient des conditions parfaitement, qui respectaient parfaitement des conditions sanitaires. Mais qui sont hors la loi. Donc là, vous nous dites quand même, il faut que les maires rouvrent certains musées. Mais sous conditions qui soient effectivement, qui protègent la sécurité sanitaire. Mais c'est, je pense, tout à fait possible, bien sûr. À condition que, par ailleurs, on fasse en sorte d'immuniser la population. Merci Jean-Paul Garot. 20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ. Emmanuel Macron l'a annoncé ce matin, la vaccination contre la Covid-19 s'ouvre dès samedi à toutes les personnes âgées de 70 à 74 ans. La campagne s'accélère et le gouvernement va changer de stratégie pour que toutes les doses livrées en avril soient bien utilisées. Des vaccinodromes vont donc ouvrir, mais des tensions entre l'Union européenne et le laboratoire AstraZeneca se font sentir à cause de retard de livraison. Vous nous donnez votre point de vue de député européen, Jean-Paul Garot, dans moins de 3 minutes, juste après Slow Clap de Gwen Stefani sur Fréquence ESJ, It's and Talk. On retourne à la politique avec vous, Jean-Paul Garot. Je rappelle donc que vous êtes député européen du Rassemblement national. L'Europe peut atteindre l'immunité collective le 14 juillet. La date est très précise. C'est le commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton qui l'a fixé. Pour ça, les doses devraient arriver au plus vite et en nombre, quitte à faire intervenir l'armée pour organiser la campagne vaccinale en France. Alors, l'Union européenne va-t-elle réussir à rattraper son retard sur le Royaume-Uni ou sur les États-Unis, par exemple? Et mérite-t-elle d'être pointée du doigt? On voit ça avec vous, Théo Grévin. Vaccinodrome, déploiement de l'armée, vaccination le week-end. On a plusieurs fois entendu ces dernières semaines qu'on allait passer la seconde avec la vaccination. Jean-Paul Garot, est-ce que là, on entre dans une nouvelle dimension? C'est ce qu'il fallait faire il y a plusieurs mois. Et c'est ce qu'on avait dit. Mais à l'époque, quand on parlait de cela, il n'en était pas question. À l'époque, on agitait les peurs. Quand on disait qu'il fallait faire intervenir l'armée pour effectivement vacciner. Et il n'y avait pas forcément les doses à l'époque. Il n'y avait pas forcément les doses, mais ça, si vous voulez, il était absolument nécessaire qu'on ait les doses. Bien sûr, on ne peut pas vacciner si on n'a pas les doses. Donc le problème des doses, j'en ai un petit peu parlé, c'est qu'on a délégué tout ceci à l'Union européenne alors que la santé est du domaine de l'État et non pas de l'Union européenne. Jean-Paul Garot, est-ce que la France aurait dû se débrouiller seule pour toutes les questions liées au vaccin? Moi, je suis persuadé que si la France s'était débrouillée seule, eh bien, elle s'en serait certainement mieux sortie qu'aujourd'hui. La France, pourtant, n'a pas trouvé de vaccin. Pasteur ou encore Sanofi ont échoué. Aucun site de production français fabrique actuellement de vaccins. Et pourtant, 8 millions de Français ont reçu une dose et 30 millions devraient en recevoir une d'ici à l'été. Pour vous, on aurait pu faire mieux sans l'Europe? Oui, premier point d'abord, si on a été incapable de fabriquer nous-mêmes un vaccin, ça vous montre le déclassement du pays. Je veux dire, et la France était un grand pays, il ne l'est plus. Bon. Ensuite, les doses en question ne sont pas arrivées. On nous annonce 20 millions de doses d'ici la fin du mois et il n'y a même pas 10 millions qui sont arrivés. Donc on ne les aura pas. On vous parle d'une immunité au 14 juillet, je l'espère de tout cœur, mais je crains que non. Donc en réalité, au rythme où nous n'allons pas pouvoir effectivement obtenir cette immunité, d'autant plus qu'on a évidemment un virus qui bouge beaucoup. Mais bon, vous ne pensez pas qu'il y aurait eu une guerre entre les pays européens concernant les doses de vaccins si chacun s'était débrouillé tout seul? Non mais écoutez-moi, actuellement, les gens ne le savent peut-être pas, mais le pays, enfin c'est pas un pays, mais le territoire qui fabrique le plus de vaccins au monde, c'est l'Union européenne. Ce sont les pays de l'Union européenne qui fabriquent des millions et des millions de doses. Et une grande partie, 32 millions de doses mi-mars, ont été exportées de l'Union européenne, alors que nous manquons cruellement de vaccins. Donc, si vous voulez, moi, ça me choque, parce que je pense que ce qu'on fabrique en Europe, on aurait dû le réserver aux Européens. Mais il y a des accords qui ont été conclus. Il y a par exemple des doses qui partent en Afrique, dans des territoires qui ne sont pas développés. Est-ce qu'on aurait dû avant tout vacciner tous les habitants de l'Union européenne avant d'envoyer ces doses, par exemple, dans ces pays-là? Si des accords ont été conclus, il faut les respecter. Sauf que moi, j'aurais jamais passé des accords de ce type. Voilà. Là, aux États-Unis, M. Biden, qui est un démocrate, eh bien, réserve les vaccins qu'il fabrique aux États-Unis aux Américains. Voilà, tout simplement. Donc là, la France va, d'ici la fin du mois, produire des vaccins sur son territoire. C'est le secrétaire d'État chargé des affaires européennes, Clément Beaune, qui l'a annoncé. Ces doses, on en fait quoi? On les garde pour nous? Bien sûr. Bien sûr. Et pourtant, les vaccins qui sont arrivés en France jusqu'à maintenant, ils ont été fabriqués en Belgique ou aux Pays-Bas. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Enfin, on ne va pas quand même continuer à se sacrifier pour la planète entière.
Enfin, il faut quand même que les Français soient protégés. Moi, je suis pas responsable politique d'un pays étranger. Je suis responsable, j'ai aucune parcelle de pouvoir véritable. Le gouvernement est responsable des Français, de la sécurité sanitaire des Français. Mais certains pays nous ont envoyé leurs doses qu'ils ont fabriquées dans leur pays. Donc pourquoi nous, on ne respecterait pas notre contrat, notre engagement envers eux? Mais il nous manque cruellement de doses. Enfin, je ne sais plus combien de millions il nous manque aujourd'hui. Mais ces pays, ces accords sont... Si vous voulez, on n'est pas en matière de santé, on n'est pas en matière alimentaire ou autre. Et l'Union européenne n'a aucune compétence en matière de santé, on le rappelle. Ce n'est pas la même chose. Donc je pense d'abord et avant tout, là c'est une question de vie ou de mort. Donc je pense que les vaccins que nous avons commandés, on doit les avoir. Si on ne les a pas, c'est une grave lacune avec des fautes et il faudra que les responsabilités soient évidemment dégagées. Est-ce qu'on doit faire appel au vaccin russe Sputnik V? Si vous voulez, si ce vaccin est agréé, bien entendu qu'on va faire appel à ce vaccin. Après, moi je n'ai pas les compétences médicales pour vous dire s'il est effectif ou pas. Hein. Le vaccin qui fait parler de lui en ce moment, c'est l'AstraZeneca. Au-delà du fait qu'il a été suspendu pendant 3 jours, c'est les livraisons qui posent problème. Nous n'avons reçu aucune dose d'AstraZeneca de la part des usines situées au Royaume-Uni. Est-ce qu'il faut que l'Europe, à l'inverse, arrête donc d'envoyer les doses au Royaume-Uni ? Vers le Royaume-Uni, pardon. AstraZeneca, j'avais posé une question à la Commission européenne au mois de septembre dernier parce qu'il y avait eu pendant les tests d'évaluation auprès de patients déjà des difficultés, des problèmes. Il y avait des patients qui avaient eu des problèmes. Bon, la Commission ne m'a pas répondu. Elle m'a répondu 6 mois plus tard avec une réponse qui ne voulait rien dire. Bon, donc ceci étant, c'est-à-dire vous aviez alerté par rapport au problème de thrombose dont on a entendu parler ces derniers jours. J'avais posé une question à la Commission européenne indiquant que se passe-t-il parce qu'il y avait eu une suspension des essais cliniques de ce vaccin. Et je voulais en connaître les raisons. Bon, la Commission ne m'a pas répondu. Bon, après, je ne vais pas plus loin, je ne peux pas aller plus loin, mais il y a eu déjà des problèmes au cours des essais cliniques de ce vaccin. Après, en ce qui concerne le Royaume-Uni, on voit bien qu'il s'est mieux, excusez-moi du terme, débrouillé que les autres pays européens. C'est parce qu'il a trouvé son vaccin, notamment. Sa population a été vaccinée, une grande partie de la population a été vaccinée, et on voit bien que les pays, par exemple, comme Israël, qui ont été vaccinés une immense majorité, reprend une vie normale. Bon, voilà. Donc je pense que la puissance que veut se donner l'Union européenne, c'est une sorte de colosse au pied d'argile. Et Israël a acheté ses doses auprès du fabricant directement, auprès du laboratoire. Pour vous, il n'est pas trop tard. Est-ce qu'il faut aujourd'hui que le gouvernement français achète les doses auprès de Pfizer, par exemple, et achète les doses plus chères, par conséquent? Oui, là, c'est plus une question d'argent. Je veux dire, quel que soit le coût, il faut vacciner cette population. Voilà, c'est ça qui est absolument important. Merci Jean-Paul Garot, merci Théo Grévin. 1 heure de politique en direct, c'est 20h l'invité sur Fréquence ESJ. 20h39 sur Fréquence ESJ, It's and Talk. Sachez que cette émission de 20h l'invité, comme chaque semaine, sera retrouvée en podcast sur Spotify, Deezer, Apple et Google Podcast, un peu partout. Et si vous préférez la vidéo, le replay vidéo sera disponible sur notre chaîne YouTube Fréquence ESJ. Les élections régionales auront, si tout se passe bien, lieu au mois de juin. Vous y êtes candidat, Jean-Paul Garot, pour la région Occitanie. Face à vous, on retrouve notamment le candidat Les Républicains Aurélien Pradier, avec qui vous avez eu une altercation véhémente vendredi. Bonsoir Axel Rebaud. Bonsoir Manon Blangis. Jean-Paul Garot, bonsoir. Bonsoir. Aurélien Pradier, donc numéro 2 des Républicains, vous accuse d'avoir failli en venir aux mains vendredi après une émission qui a été diffusée ce dimanche sur France 3 Occitanie. Des noms d'oiseaux auraient fusé. Vous réfutez totalement la version d'Aurélien Pradier. Est-ce que vous comptez porter plainte? Écoutez, je ne connaissais pas ce monsieur jusque-là. Moi, j'ai quand même, ne serait-ce dans ma vie personnelle, professionnelle ou politique, je n'ai jamais été violent, grossier ou quoi que ce soit. Jamais. Bon. Ce monsieur, manifestement, a voulu tout faire pour m'énerver au cours du débat. Il suffit de le visionner, ce débat, pour voir que j'ai gardé totalement mon calme. Mais après le débat, je lui ai dit effectivement ce que je pensais de cette attitude. Ça n'est resté là, il n'y a pas eu d'agression physique, il n'y a pas eu de services de sécurité qui sont arrivés, à moins que la maquilleuse que j'ai vue fasse partie du service de sécurité. La maquilleuse, vous en parliez justement ce matin dans Sud Radio. Selon vous, il n'y avait que la maquilleuse entre vous et Aurélien Pradier. Pourtant, le journaliste Laurent Dubois, lui, affirme auprès du journal La Dépêche qu'il a bien dû s'interposer entre vous deux. La chaîne France 3 Occitanie, elle confirme cette version. Donc, vous dites que le journaliste Laurent Dubois et la chaîne mentent également ?
Je dis que M. Dubois, d'après ses propres termes qu'il a donnés à valeur actuelle, a suragi. Bon, si vous voulez, c'est un épiphénomène. Je peux vous assurer que vraiment, ça vaut pas la peine d'en parler, mais c'est pas grave. Je réponds bien sûr à toutes les questions. Bien entendu. Mais... Si vous voulez, j'ai dit ce que j'en pensais. C'était, comment dire, l'échange était viril mais correct. Nous étions côte à côte, nous avons marché côte à côte dans le couloir. Le ton est effectivement monté. On est descendu ensemble à l'accueil. Il n'y a pas eu de choc, on ne s'est pas pris par le col. Dans tous les cas, cet épiphénomène, comme vous le dites, Dubois, qui était derrière, Monsieur Dubois, qui était derrière nous, Monsieur Dubois, qui était derrière nous, était là et avait peut-être peur qu'il y ait autre chose, mais il ne s'est rien passé. En tout cas, cet événement a fait réagir sur les réseaux, notamment Carole Delga, la présidente socialiste de la région Occitanie. Elle dit que ce sont donc des méthodes du FN bien connues. Elle dit intimidation, insultes, attitudes violentes, comme à mon égard, avoue-t-elle, lors de réunions ou à mon domicile dans ma vie privée. Jean-Paul Garot, est-ce que vous avez déjà tenté d'intimider Carole Delga? Non, mais vous plaisantez. C'est ce qu'elle en tout cas sous-entend sur sa page Twitter. Mais moi, je n'ai jamais impressionné, fait pression ou quoi que ce soit sur qui que ce soit. Non, ce qui est intéressant, c'est le soutien que Mme Delga et M. Castaner donnent à M. Pradier. Donc, et alors qu'aucun hiérarque, entre guillemets, des LR n'a envoyé son soutien à M. Pradier. Donc, je veux dire par là que c'est assez intéressant comme réaction. Pour revenir sur les régionales, donc j'imagine que vous êtes contre un report de ces élections. Vous dites aujourd'hui que vous êtes la seule alternative, Jean-Paul Garot, face à la présidente du Parti Socialiste, Carole Delga. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez comme changement concret pour l'Occitanie ? Alors, je ne vais pas d'abord vous donner tout mon programme en quelques secondes, naturellement. Je vais vous dire simplement, par exemple, que Mme Delga, il faut décliner ce qui s'est passé au niveau national. Au niveau national, notre nation, comme je le disais un peu tout à l'heure, c'est quand même affaissée sur elle-même. Elle est en proie à de nombreuses crises. Au niveau régional, c'est exactement la même chose. Mme Delga pilote, je dirais, cette région comme François Hollande a piloté la France, si je puis dire. C'est exactement la même chose. Mme Delga, elle est du style super président de conseil départemental, où on distribue un certain nombre d'aides, où on saupoudre, où on essaye de faire, d'être partout, mais alors, où on communique. La présidente Delga ne fait pas bien les choses, mais concrètement, qu'est-ce que vous proposez il n'y a pas de vision aujourd'hui. Il n'y a pas de vision, de grande vision, je dirais, pour cette grande région qui a évidemment beaucoup de qualités. Là, actuellement, la région Occitanie, elle est à genoux. Par exemple, l'aéronautique, qui est un secteur absolument essentiel, notamment dans le Midi-Pyrénées, Toulouse, et les sous-traitants, tous les sous-traitants sont dans des situations qui sont catastrophiques. On a d'autres domaines dans lesquels la région Occitanie a des problèmes, notamment le chômage, par exemple. On a un jeune sur 5 qui est inactif ou au chômage. Ça fait 200 100 jeunes de 16 à 29 ans. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez faire pour les aider aujourd'hui, Jean-Paul Garot ? Leur donner du travail. C'est-à-dire comment et le remettre dans le circuit, c'est-à-dire que la région est un partenaire institutionnel incontournable de l'État. Il y a d'abord tout le domaine de la formation qui appartient à la région, naturellement. Et ensuite, bien sûr, il y a la reprise économique. La reprise économique dans le secteur, il n'y a pas que l'aviation, vous le savez. Il y a d'autres secteurs propres à la région. Par exemple, je pense à l'agriculture, je pense à la viticulture, qui sont des secteurs de pointe de cette région. Je pense bien sûr au tourisme, qui sont des secteurs de pointe. Alors là, on met en exergue les pôles importants de l'activité économique de l'Occitanie, mais concrètement, qu'est-ce que vous voulez faire pour les redynamiser ? Vous dites qu'il faut absolument faire une relance. Comment est-ce que vous comptez l'opérer, Jean-Paul Garot ? En faisant en sorte qu'il y ait une application, je dirais, par la région et ses partenaires. Alors, vous avez plusieurs styles de possibilités. Vous avez des contrats avec l'État, bien entendu. Vous avez des fonds européens, naturellement aussi. Et puis, vous avez un fléchage, je dirais, de ce que vous pouvez faire vers les secteurs qu'il convient d'aider. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, cette politique n'est pas du tout la même. Elle est à visée, d'ailleurs, assez idéologique dans un certain nombre de domaines. Par exemple, on va mettre en place tout un dispositif coûteux, très coûteux, pour accueillir dans les meilleures conditions possibles les migrants, c'est-à-dire des gens qui sont en situation irrégulière en France et qui arrivent par flot continu. Et
Par contre, nous avons d'autres secteurs qui restent un peu en jachère. Donc il faut d'abord, selon vous, donc, privilégier les habitants de l'Occitanie. Si vous voulez, on va enchaîner sur. Non, mais je veux dire, à un moment donné, il faut faire des choix. Alors, Jean-Paul Garot, à un moment donné, il faut faire des choix. Je veux dire, c'est Michel Rocard qui disait on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Voilà. Et moi, par rapport à des jeunes comme vous, qui n'ont aucun débouché, ou presque, qui sont dans des situations épouvantables, moi, si vous voulez, j'ai plutôt tendance à les aider, plutôt qu'à les faire des centres d'accueil avec tout ce que l'on veut. Le surplus de migrants, c'est l'un des problèmes pour le chômage des jeunes en Occitanie, on comprend. Merci beaucoup, Jean-Paul Garot. 20h l'invité, en direct, jusqu'à 21h. Lundi, la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, a expliqué vouloir rassembler les forces nationales dès le premier tour pour 2022. Le parti a scellé une alliance avec l'Avenir français, un nouveau courant issu de Debout la France. Juste avant d'en parler, c'est un titre de Nick Jonas, Too Drunk. C'est tout de suite sur Fréquence ESJ, It's and Talk. Fréquence ESJ, il est 20h49. Jean-Paul Garot, eurodéputé du Rassemblement national, est notre invité. Et pour cette dernière ligne droite, à un an de la présidentielle, le Rassemblement national se dit prêt. Les difficultés du gouvernement font aujourd'hui grimper Marine Le Pen dans les sondages. Et Marine Le Pen vous veut, Jean-Paul Garot, comme son garde des Sceaux en cas de victoire. Mais plusieurs questions subsistent. Le parti abandonne son combat contre l'Union européenne, s'essaye à l'écologie. Beaucoup d'engagement de façade selon les autres partis. Axel Rebaud. Jean-Paul Garot, est-ce que c'est une erreur de la part de Marine Le Pen d'abandonner son combat contre l'Union européenne et l'espace Schengen, selon vous ? Non, elle n'abandonne pas. C'est-à-dire, elle critique l'Union européenne telle qu'elle est. C'est pas pareil. Pourtant, autrefois, elle était vraiment pour un Frexit dur, pour sortir clairement de l'Union européenne. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus modérée sur la question. C'est-à-dire qu'on veut modifier, comme l'on dit, cette Union européenne de l'intérieur. On veut une Europe des nations, où les nations sont évidemment souveraines, mais faisant partie d'un ensemble. Si vous voulez, voilà, c'est tout simple. On ne s'est jamais refermé sur nous-mêmes. On veut faire croire que ce Rassemblement national veut se refermer sur lui-même, replier sur lui-même, protectionnisme à outrance, etc. Non, ça n'a jamais été le cas. Jusqu'à encore la dernière élection, pourtant c'était une des valeurs fortes du Front National. Même Marine Le Pen parlait d'un retour notamment au franc, de plus utiliser l'euro. Pourtant, vous disiez également à l'époque que vous aviez une philosophie, des orientations communes avec le FN sur les questions d'identité et de souveraineté, donc contre l'Union européenne. Vous dites aujourd'hui, non, vous n'avez pas changé, c'est juste... Non, mais on ne va pas reprocher à Marine Le Pen d'avoir évolué. Donc vous le dites qu'elle a évolué et que son opinion a changé. Bien sûr qu'elle a évolué, le Rassemblement national a évolué, heureusement, rien n'est figé. Voilà, elle n'a pas changé totalement, elle a toujours une vision qui est souveraine de la France, si vous voulez. Bon, mais elle a adapté les choses à une évolution, mais qui n'est pas de la stratégie électorale. C'est pas la stratégie, c'est pas parce que la sortie de l'Union européenne c'est trop clivant pour gagner les élections. Mais non, parce que là, si vous voulez, on n'en est pas là. Je veux dire, la stratégie de Marine Le Pen, c'est pas celle de s'adapter aux sondages. Vous voyez, ça fait longtemps qu'elle dit les choses, et il s'avère aujourd'hui qu'elle a raison, et que les gens s'en rendent compte qu'elle a raison. En tout cas, dans les sondages, justement, c'est pas les problèmes du gouvernement qui font monter Marine Le Pen. Ce qui fait monter Marine Le Pen, c'est que les gens se rendent compte qu'elle a raison depuis longtemps. Sur les sondages, justement, pour la présidentielle, les sondages donnent pour l'instant des scores importants pour le Rassemblement national. Sur plusieurs sujets, Marine Le Pen désire organiser des référendums, Jean-Paul Garot, sur la peine de mort notamment, ou encore sur l'écologie. Est-ce que le référendum, Jean-Paul Garot, c'est pas un peu la solution de facilité quand, au fond, on n'a pas de programme ? Ah non, vous verrez que le programme sera donné, qu'on y travaille beaucoup, et il y aura un vrai programme, parce que c'est toujours pareil, on veut faire croire qu'il n'y a rien derrière tout ça. Bon. Donc vous le verrez. Quant à donner la parole au peuple... Nous verrons quand ? Pendant la campagne. Dans la campagne, on n'a pas encore de date pour la révélation du programme. La campagne présidentielle n'est pas encore ouverte. Donc moi, je veux bien vous donner un programme, mais... Pourtant, elle s'est déjà donnée candidate. À ce moment-là, beaucoup de gens disaient, la campagne est lancée. Mais bien sûr, mais il ne vous a pas échappé. Marine Le Pen s'est exprimée à plusieurs reprises ces derniers temps, en matière économique, sur d'autres chaînes de télé. Elle a eu un débat avec M. Darmanin sur les questions de sécurité. Elle s'est exprimée devant 5 journalistes il y a très peu de temps. Elle était d'ailleurs aujourd'hui sur France Inter. Elle dit, Marine Le Pen, Jean-Paul Garot, Marine Le Pen dit aujourd'hui sur France Inter que sa première décision, si elle est élue en 2022, serait l'organisation d'un référendum sur l'immigration. Oui. Précisément, Jean-Paul Garot, quelles questions vous voulez voir posées aux Français ? Alors, la première des questions, c'est évidemment la question, par exemple, du droit du sol.
Vous voulez mettre un terme au droit du sol, Jean-Paul Garot? Oui, parce que si vous voulez, l'acquisition automatique de nationalité pose un problème, si vous voulez. Voilà. Et puis il y a des questions par rapport au regroupement familial, par exemple. Valéry Giscard d'Estaing, qui a disparu il y a peu de temps avant sa mort, a indiqué que son regret, c'était d'avoir étendu le regroupement familial, si vous voulez. Quand vous avez des personnes qui viennent ici sans aucune, en totale illégalité, qui s'y maintiennent et qui demandent un statut de réfugié, le statut de réfugié, au bout d'un certain temps trop long d'ailleurs, est rejeté, qui se maintiennent sur le territoire, à qui on laisse la possibilité de faire venir leur famille. À ce moment-là, vous ne me répondez pas encore à ma question. Quelle question vous voulez voir poser en référendum? C'est quoi? Voulez-vous fermer les frontières? Qu'est-ce que c'est? Non, mais on ne va pas se replier sur nous. Il faut se calmer. On ne va pas se replier sur nous. On n'est pas des sectaires rétrogrades comme on veut nous définir. Non, simplement, premièrement, on redonne la parole au peuple. Parce que ça fait bien longtemps qu'ils ne l'ont pas eu, n'est-ce pas? Parce que je peux vous assurer que si on redonnait la parole au peuple aujourd'hui, eh bien vous verriez que les réponses seraient vraiment fermes. Mais justement, Jean-Paul Garot, ça c'est votre fer de lance depuis des années. Donc la question de l'immigration, si Emmanuel Macron est élu en 2022, met en place son référendum et qu'elle le perd, est-ce que le Rassemblement national s'engage à prendre du coup acte et donc abandonner ses programmes par exemple? Souvent en France, le référendum est souvent pris pour un vote pour ou contre le gouvernement en place. Si vous échouez, est-ce que le Rassemblement national abandonne ses projets? Mais alors il faut imaginer que ce soit Marine Le Pen qui soit élue, qu'elle demande un référendum, que le référendum soit donc un échec, et qu'elle remette en cause sa candidature, son élection, c'est ce que vous voulez dire? Je comprends. Pas son élection, mais son programme. Est-ce qu'elle abandonnerait du coup elle ferait en fonction du résultat du référendum. La volonté populaire, voilà, c'est tout. Donc après, les questions qui seront posées, bon, il est quand même un peu tôt pour vous le dire. Vous savez, les questions d'un référendum, les questions doivent être précises, courtes, ne doivent pas prêter à confusion. Donc les questions qu'on posera, bien sûr, ce seront des questions qui seront d'une clarté totale, pour éviter évidemment des ambiguïtés. Merci Jean-Paul Garot. 20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ. On passe maintenant à la question auditeur. Vous avez été nombreux à nous envoyer des questions pour Jean-Paul Garot. Merci à tous. On a sélectionné celle de Laurence qui vous demande, Jean-Paul Garot, est-ce que pour vous, si Marine Le Pen passe le premier tour, elle sera capable de tenir un débat au second tour? On se souvient de l'échec face à Emmanuel Macron en 2017. Ma réponse est oui, ça ne va pas vous étonner. Des débats, elle en a eu. Si vous voulez... elle a parfaitement tiré les leçons de ce qui s'était passé en 2017. Voilà. Elle est prête. Tous les journalistes qui la côtoient, tous les gens qui la voient s'exprimer, montrent bien qu'elle a évolué. Elle est plus accessible, je dirais. Les gens commencent à la connaître. Moi, je ne la connaissais pas. Et quand je l'ai rencontrée, j'ai vu une Marine Le Pen qui n'était pas celle que l'on pouvait imaginer dans les médias. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a une certaine dimension, qui aime fondamentalement son pays, qui a beaucoup de courage et qui a les compétences. Jean-Paul Garot, on a une autre question de Baptiste. On l'a dit, Marine Le Pen vous veut, Jean-Paul Garot, comme son garde des Sceaux si elle est élue. Baptiste vous demande donc, est-ce que vous êtes prêt, vous, à accepter ce poste? D'abord, ce serait évidemment un grand honneur. Et ensuite, évidemment, je n'irai pas dans le sens de ce qui est fait aujourd'hui par M. Dupond-Moretti. C'est-à-dire? Écoutez, la première sortie de M. Dupond-Moretti a été pour aller à la prison de Fresnes, ce qui est très bien en soi. Il a été applaudi par les détenus. Si vous voulez, ça a quand même une certaine signification. Moi, je pense que je ne serai pas applaudi par les détenus. Par contre, il y a beaucoup d'autres choses à faire, évidemment, par rapport à l'institution, par rapport aux magistrats, par rapport à la justice, qui n'est pas que pénale, parce que bien sûr, il y a toute la justice civile, commerciale, sociale, qui représente quand même les 3/4 de l'activité. Il y a tous les personnels, etc. Et puis, bien sûr, en ce qui concerne la justice pénale, là, il y a tout à revoir. Donc, vous seriez prêt à faire de grandes réformes pour la justice si vous êtes il y a tout à revoir. Il faut tout remettre sur la table au niveau des procédures, au niveau de la lutte contre un certain nombre de fléaux. Et je pense en particulier au terrorisme, où, à mon avis, il n'y a pas assez de ressources légales pour lutter contre ce totalitarisme. Donc, il y a effectivement tout à faire. C'est un chantier considérable. On passe très rapidement à l'agenda politique de la
semaine. Jeudi, le texte sur la protection sexuelle des mineurs revient au Sénat en deuxième lecture. Adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale et au Sénat, le texte n'a été que très peu modifié en commission de loi. L'âge de consentement a donc été fixé à 15 ans pour tout acte sexuel commis par un majeur sur un mineur. En dessous de cet âge, l'acte est considéré comme automatiquement non consenti. Et pour les cas d'inceste, cet âge est porté à 18 ans. Merci Jean-Paul Garot. 1 heure de politique en direct, c'est 20h l'invité sur Fréquence ESJ. 20h l'invité, c'est déjà terminé. Merci à tous d'avoir été avec nous ce soir et d'avoir réagi tout au long de l'émission. Merci Jean-Paul Garot d'avoir été avec nous ce soir, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes député européen du Rassemblement national et que vous êtes candidat aux élections régionales en Occitanie. Demain sur Fréquence ESJ, c'est Storytelling, votre émission culture et divertissement présentée par Bastien Cochet. À suivre évidemment en direct sur Fréquence ESJ de 20h à 21h. Et pour ne rien manquer de l'actualité de Fréquence ESJ, les coulisses, les articles, les reportages, les vidéos même des émissions, n'hésitez pas à vous abonner à tous nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et TikTok. Quant à nous, on se retrouve mardi prochain dans 20h l'invité, toujours en direct de 20h à 21h. Il est 21h justement sur Fréquence ESJ. Passez une très bonne soirée en musique. 20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ.